Lors du dîner de Pâques, papa a annoncé qu'il donnait la maison de famille à mon frère. Il m'a regardé et a dit, de toute façon, tu n'as jamais fait partie de cette famille, demande à ta mère pourquoi. Je m'appelle Andrea Wallace. J'ai 32 ans. Maintenant, laissez-moi vous ramener en mars de l'année dernière, la semaine avant Pâques, quand j'ai reçu l'appel téléphonique qui a tout déclenché. J'étais assise dans my appartement à Richmond, en train d'examiner les plans structurels pour la rénovation d'un pont, quand mon téléphone a vibré. Le nom de papa s'est affiché sur l'écran. Il n'appelle pas souvent, peut-être 2 fois par an. Mon anniversaire si Lorraine le lui rappelle. Et chaque fois qu'il y a une annonce familiale qu'il ne peut pas déléguer à un SMS de groupe. Andrea, ta belle-mère et moi voulons réunir toute la famille pour Pâques cette année. Sa voix avait cette platitude particulière qu'elle prend lorsqu'il lit un texte écrit par quelqu'un d'autre. Lorraine dit, nous devons parler de l'avenir de la maison. La maison? La maison de ma mère? Celle où Catherine Wallace plantait des tulipes chaque mois de mars, me lisait des histoires dans le bureau à l'étage, et marquait ma taille sur le montant de la porte de la cuisine avec un crayon et une petite étoile. Je n'y étais pas retourné depuis Thanksgiving, quand Lorraine m'avait installé tout au bout de la table, près de la porte de la cuisine, comme une employée de maison qui s'était trompée d'entrée. Ta grand-mère Eleanor sera là aussi, a ajouté papa. Elle a demandé de tes nouvelles. C'est cela qui m'a fait dire oui. Pas lui, pas la maison. Ma grand-mère. Encore une chose, a-t-il dit, et son ton a changé, confus, presque désolé. Lorraine dit d'apporter une pièce d'identité, un permis de conduire ou quelque chose d'autre. Elle dit que c'est pour des papiers. J'ai posé mon stylo. Des papiers lors du dîner de Pâques? Je ne sais pas, ma puce. Elle a juste dit de l'apporter. Après avoir raccroché, je suis restée assise là pendant un long moment à fixer les plans sur mon bureau. Je construis des choses pour gagner ma vie. Des ponts, des viaducs, des structures conçues pour supporter un poids énorme. Je sais à quoi ressemblent les fissures de fatigue avant un effondrement. Et cet appel téléphonique en était rempli. Je devrais vous parler de la maison. Elle se trouve sur un terrain d'un demi-acre au bout de Birchland à Millfield, en Virginie. Une maison de style colonial de 2 étages avec un large porche à l'avant et des volets bleus. Mon grand-père Robert l'avait peinte l'été avant ma naissance. Le genre de maison où la moustiquaire de la porte claque derrière vous et où les voisins vous saluent de la main sans ralentir leur voiture. Ma mère, Catherine, aimait cette maison comme d'autres aiment les églises. Elle plantait des tulipes jaunes le long de l'allée avant chaque printemps. Elle avait un coin lecture dans le bureau à l'étage avec un fauteuil en velours vert qui sentait son parfum, quelque chose au jasmin. Et tous les quelques mois, elle me plaquait contre le montant de la porte de la cuisine, posait un crayon à plat sur ma tête et dessinait un petit trait. Puis elle ajoutait une étoile à côté. Voilà à quel point tu as grandi, me disait-elle. Une étoile à la fois. Elle est morte quand j'avais 7 ans. Un cancer du poumon détecté trop tard. Elle n'avait jamais fumé de sa vie. Après son départ, papa s'est effondré. Il ne pouvait plus cuisiner. Il ne pouvait plus m'emmener à l'école à l'heure. Il ne pouvait plus regarder les tulipes sans s'asseoir sur les marches du porche et presser ses paumes contre ses yeux. Lorraine puis est apparue environ 1 an et demi plus tard. Une amie d'un ami du bureau de papa. Elle a apporté des gratins. Elle a organisé le garde-manger. Elle a dit à papa qu'il n'avait pas à tout faire tout seul. En l'espace de 6 mois, elle s'était installée. En 1 an, elle et papa étaient mariés. Elle a amené Tyler, son fils de 4 ans. Et lentement, discrètement, comme quelqu'un qui réarrange les meubles pendant que vous dormez, chaque trace de ma mère a commencé à disparaître. Les photos de mariage ont été retirées de la cheminée. Le parfum de jasmin a disparu du bureau. Les tulipes ont été arrachées et remplacées par du gravier blanc, mais les marques de crayon sur le montant de la porte de la cuisine sont restées, parce que Lorraine ne les a jamais remarquées. J'ai roulé 2 heures depuis Richmond le dimanche de Pâques, fenêtre baissée, répétant ce que je dirais si la conversation sur la maison tournait au vinaigre. J'avais 3 versions. Polie, ferme, radicale. J'espérais la polie. J'étais prête pour la ferme. En m'engageant dans Birchland, j'ai compté les voitures dans l'allée. La BMW noire de Tyler, toute neuve. Aucune idée de qui l'avait payée. Le SUV blanc de Lorraine, la Honda raisonnable de tante Ruth,
et la vieille berline beige de grand-mère Eleanor garée de travers parce qu'elle refuse que quiconque d'autre conduise sa voiture. Il y avait d'autres voitures aussi, plus que d'habitude. Un pick-up argenté que j'ai reconnu comme étant celui de l'oncle Frank. Un monospace rouge de l'un des cousins. 2 ou 3 autres que je ne connaissais pas du tout. Lorraine avait blindé la liste des invités. Elle veut un public, ai-je pensé. Je ne savais pas encore à quel point j'avais raison. Lorraine m'a accueilli à la porte d'entrée avec l'une de ses accolades de représentation, bras grands ouverts, voix assez haute pour être entendue du salon. Andrea, cela fait si longtemps que tu n'es pas venu nous voir. Tu nous as tellement manqué. Tyler était sur le canapé, téléphone à la main. Il ne s'est pas levé. Il n'a même pas levé les yeux. J'ai balayé la salle à manger du regard en passant. La longue table en chêne était dressée pour 18 personnes. La belle vaisselle de Lorraine. Des lys de Pâques dans un vase en verre. Et à côté de la place de Lorraine, un dossier en carton jaune épais de documents posé juste à côté de son verre d'eau. Grand-mère Eleanor était installée dans le fauteuil à oreilles près de la fenêtre, son vieux sac à main en cuir marron posé sur ses genoux. Elle a tendu la main et a attrapé la mienne au passage. « Assieds-toi à côté de moi ce soir », a-t-elle dit doucement. Juste cela, rien d'autre. Depuis la cuisine, j'ai entendu Lorraine dire à papa, juste assez fort pour que cela s'entende, « Tu te souviens de ce que tu dois dire, n'est-ce pas ?» Papa a dégluti, a hoché la tête. La moustiquaire de la porte a claqué derrière le dernier cousin arrivé et Lorraine a appelé tout le monde à table. Lorraine avait organisé le plan de table comme un général positionne ses troupes. Tyler était assis à la droite de papa, la place que ma mère occupait autrefois. J'étais à nouveau tout au bout, entre l'encadrement de la cuisine et une chaise vide que personne n'avait réclamée. Grand-mère Eleanor avait été placée quelque part au milieu, mais elle a pris son assiette et l'a déplacée directement en face de papa avant que Lorraine ne puisse s'y opposer. Tante Ruth a croisé mon regard à 3 sièges de là. Elle m'a lancé un regard que je connais bien. Celui qu'elle utilise lors des dépositions au tribunal. Reste sur tes gardes. Les plats sont arrivés. Jambon de Pâques, œufs farcis, gratin de haricots verts, petit pain de la boulangerie de Main Street. Lorraine a porté le plat de jambon elle-même, acceptant les compliments en le posant. J'étais debout à 5 heures ce matin pour tout préparer, a-t-elle dit en souriant à l'épouse de l'oncle Frank, Hélène. Personne ne se rend compte du travail que cela représente. Personne n'a mentionné Catherine. Personne ne le fait jamais lors de ses dîners. Le nom de ma mère n'a pas été prononcé à cette table depuis environ 2003. Lorraine dirigeait les conversations légères comme elle dirige tout, d'une main légère mais avec une poigne de fer en dessous. Tyler a une nouvelle des plus excitantes, a-t-elle annoncé en touchant son épaule. On lui a proposé une merveilleuse opportunité commerciale. Dis-leur, mon chéri. Tyler s'est adossé, tout sourire. De grandes choses se préparent. Je ne peux pas en dire trop pour l'instant, mais ça va tout changer. J'ai mangé mon jambon en silence. Papa était assis en bout de table et fixait son assiette comme si elle lui devait de l'argent. Il ne m'avait pas regardé une seule fois depuis mon arrivée. 20 minutes après le début du repas, j'ai vu Tyler se pencher vers Lorraine. Ses lèvres ont bougé. J'ai lu 2 mots, quand, et puis, maintenant. Lorraine a tapoté sa main comme on tapote celle de quelqu'un juste avant qu'il ne monte sur scène. Puis papa a reculé sa chaise et s'est levé. Papa a tapoté son verre avec un couteau à beurre. La conversation s'est arrêtée comme si quelqu'un avait débranché une prise. Je veux dire quelque chose d'important, a-t-il commencé. Sa voix a déraillé sur le mot « important » et il s'est raclé la gorge. Lorraine a ouvert le dossier en carton jaune à côté de son assiette et a fait glisser une pile de papier vers lui. Papa a jeté un coup d'œil à la première page, puis à Lorraine. Elle lui a fait un infime hochement de tête. Lorraine et moi discutons de l'avenir de cette maison depuis un certain temps déjà, a-t-il dit. Et nous avons décidé, nous pensons que la meilleure chose pour tout le monde est de transférer la propriété à Tyler. Il l'a dit rapidement, comme on arrache un pansement, puis s'est assis immédiatement. La chaise a grincé contre le parquet. Le silence, le genre de silence qui remplit une pièce comme de l'eau. L'oncle Frank a posé sa fourchette. La cousine Hélène a pressé sa serviette contre ses lèvres. Les mains de grand-mère Eleanor, croisées sur la table, sont devenues très immobiles. Tyler s'est penché en avant avec un demi-sourire satisfait.
Je vais prendre soin de cet endroit, a-t-il dit. Le garder dans la famille. J'ai regardé la pile de papier que Lorraine avait poussée vers papa. De là où j'étais assise, à 5 mètres de distance au bout de la table, je ne pouvais pas lire les petits caractères, mais je pouvais voir l'entête. Ce n'était pas un cabinet d'avocat. Ce n'était pas un document de fiducie familiale. C'était une entreprise de promotion immobilière. Crestview Développement LLC. Mes mains sont devenues froides sous la table. J'ai enfoncé mes articulations dans mes cuisses. Il ne gardait pas la maison. Il la vendait. Le montant de la porte, le porche, l'endroit où ma mère plantait des tulipes. Tout cela allait être rasé au bulldozer pour des condominiums ou un centre commercial ou quoi que ce soit d'autre que Crestview Développement construit par-dessus les souvenirs des gens. Tante Ruth a posé son couteau calmement, délibérément, comme une avocate qui vient de voir la déclaration d'ouverture de la partie adverse s'effondrer. J'ai gardé ma voix stable. 25 ans de pratique. Cette maison est l'endroit où ma mère a vécu et est morte. J'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Tyler a penché la tête. Il avait ce regard, celui qu'il prend lorsqu'il s'apprête à dire quelque chose qu'il a répété devant le miroir. Quelque chose que Lorraine avait peaufiné pour lui. Oh, allez, Andrea. Il a écarté les mains, s'adressant à toute la tablée. De toute façon, tu n'as jamais vraiment fait partie de cette famille. L'air s'est vidé de la table. 18 fourchettes ont cessé de bouger. La main d'Hélène a volé vers sa bouche. La mâchoire de l'oncle Frank s'est crispée. Tyler n'avait pas fini. Il s'est penché en avant, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Demande à ta mère pourquoi ». Le silence qui a suivi avait un poids physique. Je pouvais le sentir presser ma poitrine. Ma mère, ai-je dit, est morte depuis 25 ans. Exactement. Le sourire de Tyler n'a pas fléchi. Donc, tu ne peux pas lui demander, mais tout le monde à cette table a entendu les rumeurs. J'ai regardé papa. Papa avait lâché sa fourchette. Elle a heurté le bord de l'assiette avec un tintement aigu qui a résonné contre les murs de la salle à manger. Son visage était gris. Il fixait la nappe et ne levait pas les yeux. Il n'a pas dit à Tyler d'arrêter. Il n'a pas prononcé un seul mot. Lorraine restait parfaitement immobile, son expression arrangée en quelque chose censé passer pour de la sympathie. Mais j'ai vu le coin de sa bouche, le plus léger frémissement, comme si elle attendait ce moment de la même façon qu'un metteur en scène attend le lever de rideau final. Margaret Holloway, la plus vieille amie de ma mère, assise près du bout de la table parce que grand-mère Eleanor avait insisté pour qu'elle vienne, est devenue rouge depuis le cou, sa bouche s'est ouverte. Mais avant que Margaret ne puisse parler, une chaise a grincé sur le sol au milieu de la table. Grand-mère Eleanor a posé ses deux paumes à plat sur le chêne, s'est redressée et s'est levée. Je dois m'arrêter ici une seconde parce que je sais que certains d'entre vous, peut-être beaucoup d'entre vous, se sont déjà assis à une table comme celle-ci où quelqu'un a utilisé le nom de votre propre mère comme une arme, et où vous avez dû décider sur le champ, devant tout le monde. S'il fallait renverser la table ou laisser la vérité faire son travail. Si c'est votre cas, abonnez-vous. Non pas parce que je vous le demande, mais parce que ce que ma grand-mère a fait ensuite est la raison même pour laquelle je vous raconte cette histoire. Continuons. Ma grand-mère a 78 ans. Elle a de l'arthrose dans les deux genoux et une tige en acier dans la hanche gauche suite à une chute il y a 6 ans. Se lever d'une chaise n'est pas un acte anodin pour elle. Quand Eleanor Wallace se lève, elle le pense vraiment. Elle a ouvert le sac en cuir marron, ce même sac qu'elle porte tous les jours depuis que je suis en vie. Je l'avais vu le tenir à Thanksgiving, à Noël, à ma remise de diplôme universitaire, où elle était assise au dernier rang parce que Lorraine avait rempli les sièges réservés à la famille avec les amis de Tyler. Ce sac l'accompagnait partout. Et parfois, tard dans la nuit, alors que nous étions assis sur son porche fermé à boire du thé glacé, je la voyais passer son pouce sur quelque chose à l'intérieur. Un morceau de papier, le bord de quelque chose qu'elle ne me montrait jamais. À présent, elle l'a sorti. Une enveloppe jaunie, ramollie aux pliures à force d'avoir été manipulée pendant des années. Elle l'a posée sur la table entre les œufs farcis et la corbeille de pain. J'ai attendu 25 ans pour vous montrer ceci. Sa voix était ferme. Pas de tremblement, pas de drame, juste le ton simple d'une femme qui a été patiente assez longtemps. Lorraine a bougé sur sa chaise. Eleanor, c'est entre Douglas et moi. Non. Grand-mère n'a pas élevé la voix.
Elle n'en avait pas besoin. C'est entre moi et la vérité. Elle a regardé Tyler, a soutenu son regard jusqu'à ce que son sourire narquois disparaisse. Tu viens de dire à Andrea qu'elle n'appartient pas à cette famille. Tu lui as dit de demander à sa mère pourquoi. Elle s'est interrompue, laissant les mots se déposer sur les 18 visages autour de la table. Catherine ne peut pas répondre. Alors, je vais le faire. Elle a décacheté l'enveloppe. La colle a cédé comme si elle n'attendait que cela, et elle a sorti une feuille de papier pliée. Un rapport de laboratoire sur papier à en-tête officielle daté du 14 août 2001. Le sourire narquois de Tyler avait disparu. À sa place, quelque chose qui ressemblait beaucoup au premier frémissement de la panique. En 2001, a dit grand-mère Eleanor, un an après la mort de Catherine, mon fils a commencé à entendre dire par quelqu'un dans cette maison qu'Andrea n'était peut-être pas sa fille biologique. Elle n'a pas regardé Lorraine en disant cela. Elle n'en avait pas besoin. Toutes les têtes à table se sont tournées d'elles-mêmes vers Lorraine. J'ai emmené Andrea chez notre médecin de famille moi-même. Avec ses conseils, j'ai organisé un test de paternité. Andrea avait 6 ans. Elle pensait qu'on allait se faire vacciner contre la grippe. Grand-mère a déplié le rapport de laboratoire et l'a tenu bien haut pour que la table puisse voir l'en-tête. Probabilité de paternité, 99,998%. Elle a posé le papier à plat. Andrea Wallace est la fille biologique de Douglas Wallace. Elle l'a toujours été. L'oncle Frank a expiré bruyamment comme s'il avait retenu son souffle. Hélène a pressé ses 2 mains sur sa bouche. 2 des cousins ont échangé un regard qui en disait long. Tyler a agrippé le bord de la table. C'est de 2001. C'est préhistorique. Ça ne. La voix de tante Ruth a tranché, nette et calme. L'ADN n'a pas de date d'expiration, Tyler. J'ai regardé mon père. Les yeux de papa étaient rouges. Il fixait le rapport de laboratoire comme s'il s'agissait d'un miroir lui montrant tous les mauvais virages qu'il avait pris depuis un quart de siècle. Papa. Ma voix est sortie plus basse que je ne l'espérais. Tu savais où tu avais juste des doutes? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a réessayé. Je ne savais pas qui croire. Mais tu as choisi qui croire, ai-je dit. Tu le sais, n'est-ce pas? Il n'a rien dit. Ses mains étaient posées à plat sur la table, paumes vers le bas, doigts écartés, comme si le chêne était la seule chose qui l'empêchait de glisser en dessous. Depuis le bout de la table, Margaret Holloway s'est levée. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient assurés. Catherine n'a jamais trahi Douglas. J'ai été sa plus proche amie pendant 20 ans. Quiconque prétend le contrairement. Grand-mère Eleanor a plongé à nouveau la main dans l'enveloppe. Et ce n'est pas tout. Le second document était plus vieux que le premier. Un papier plus lourd avec le sceau du comté gaufré dans le coin. Grand-mère Eleanor l'a déposé à côté du rapport d'ADN avec le soin de quelqu'un qui dépose des fleurs sur une tombe. C'est l'acte de propriété de cette maison, a-t-elle dit. Enregistré en 1985. Il mentionne 2 propriétaires, Robert Wallace et Eleanor Wallace. En copropriété avec droit de survie. Elle a laissé le jargon juridique planer dans l'air pendant un moment. La plupart des personnes autour de la table ne savaient pas ce que cela signifiait. Tante Ruth, elle, le savait. Je l'ai vue fermer brièvement les yeux, de la façon dont elle le fait lorsqu'une affaire tourne en sa faveur. Quand Robert est décédé en 2012, a continué grand-mère, la pleine propriété m'a été transférée automatiquement. Je ne l'ai jamais cédé à Douglas. Je ne l'ai jamais cédé à personne. Le visage de Lorraine est devenu blanc. Littéralement blanc. Pas le rose vif de la colère, mais la pâleur exsangue de quelqu'un qui vient d'entendre le sol se dérober sous ses pieds. Ce sont de vieux papiers, a-t-elle bafoué. Douglas vit ici depuis 30 ans. Ruth a pris la parole. Un ton mesuré, professionnel, le même qu'elle utilise dans les dépositions. Vivre dans une maison ne signifie pas qu'on en est propriétaire. L'acte n'a jamais été transféré. J'ai vérifié les registres du comté le mois dernier. Eleanor Wallace est l'unique propriétaire légal de cette propriété. La chaise de Tyler a grincé vers l'arrière. Vous êtes en train de dire que cette maison n'est pas à papa. Cette maison est la mienne, a dit grand-mère Eleanor, elle l'a toujours été. Et c'est moi qui déciderai de qui y reste. Lorraine s'est tournée brusquement vers papa.
Douglas, tu vas laisser ta mère faire ça. Papa n'a pas répondu. Il regardait toujours le rapport d'ADN, ses 25 ans de doute étalés à l'encre noire sur une simple page. Eleanor s'est tournée vers moi, sa voix s'adoucissant pour la première fois de la soirée. J'avais prévu de te laisser cette maison dans mon testament, Andrea, mais je ne pense pas que je devrais avoir à mourir pour que justice soit faite. Le jambon de Pâques restait intact au milieu de la table. Plus personne ne mangeait. Lorraine a fait ce que Lorraine fait toujours quand le sol se dérobe sous ses pieds. Elle a pleuré. Elle a couvert son visage de ses deux mains. Et ses épaules ont commencé à trembler. Les larmes sont venues vite et fort. Le genre de larmes conçues pour remplir l'espace, pour attirer l'attention, pour faire oublier à tout le monde qui avait dit quoi il y a 30 secondes. J'ai donné 25 ans à cette famille, a-t-elle dit à travers ses doigts. J'ai cuisiné. J'ai nettoyé. J'ai élevé Tyler et Andrea sous le même toit. Et maintenant, vous voulez me jeter de ma propre maison. Quelques proches ont bougé sur leur siège. L'épouse de l'oncle Frank, Hélène, s'est mordu la lèvre inférieure. Lorraine était douée pour cela. Elle avait un quart de siècle de pratique pour se faire passer pour la victime. Dès que quelqu'un lui présentait un miroir, Tyler la soutenait immédiatement. Maman a tout sacrifié pour cette famille. Tout. Margaret Holloway n'a pas bougé. Elle a simplement dit calmement, Lorraine, je t'ai vu remplacer chaque photographie de Catherine dans cette maison. Un cadre à la fois. Tu appelles ça un sacrifice? Lorraine a baissé les mains. Ses yeux étaient secs. Je l'ai remarqué. Tante Ruth l'a remarqué. Grand-mère Eleanor n'avait jamais cessé de le remarquer. Je construisais un nouveau foyer pour une nouvelle famille. Une nouvelle famille, a répété grand-mère Eleanor, construite sur un mensonge concernant ma belle-fille décédée. La table est redevenue immobile. Les cousins qui avaient hésité, ceux que les larmes de Lorraine avaient presque touchés, se sont rétractés. On pouvait le voir se produire en temps réel. Les têtes se tournaient, les regards se durcissaient, les postures s'éloignaient de Lorraine comme une marée qui se retire. L'un des cousins plus âgés a pris la parole depuis l'autre bout. Attendez une minute. Et ce promoteur? C'était quoi ce dossier? La main de Lorraine s'est déplacée instinctivement vers le dossier en carton jaune, mais tante Ruth a été plus proche et plus rapide. Ruth a ouvert le dossier avec l'efficacité sereine d'une femme qui lit des contrats pour gagner sa vie. Elle n'a pas demandé la permission. Elle n'en avait pas besoin. Lorraine avait laissé les papiers sur une table de dîner commune devant 18 témoins. À l'intérieur, une lettre d'intention de Crestview Développement LLC. Le jargon était standard, mais pas les chiffres. Une offre d'achat de la maison et du terrain d'un demi-acre pour 485 000 $, soit environ le triple de ce que la propriété valait il y a 5 ans avant que le comté n'approuve le déclassement de la zone. Tyler Wallace a signé ceci, a dit Ruth, en tournant la page pour que la table puisse voir la ligne de signature. En tant que propriétaire anticipé. L'oncle Frank s'est penché en avant. Propriétaire anticipé? Il ne possède rien. Exact. Ruth a posé la lettre à plat sur la table. Tyler a signé une lettre d'intention pour vendre une propriété sur laquelle il n'a aucun droit légal. Il s'est présenté auprès d'un promoteur comme la personne qui détiendrait le titre. C'est une fausse déclaration. Elle a regardé Lorraine. Quelqu'un a dit à Crestview que Tyler recevrait cette maison. Qui était-ce? Lorraine n'a rien dit. Sa mâchoire était verrouillée. J'ai fixé le chiffre sur la page. 485 000 $ partagés entre Lorraine et Tyler. J'imaginais peut-être une somme dérisoire pour papa, juste assez pour qu'il se taise. C'était cela le prix. Les parterres de tulipes de ma mère, le Porsche que le grand-père Robert avait peint, le montant de la porte dans la cuisine où Catherine mesurait ma croissance, tout cela réduit à une ligne budgétaire dans le tableur d'un promoteur. 485 000 $, ai-je dit à haute voix. Divisé entre vous deux. C'est le prix que vous avez mis sur la mémoire de ma mère. Tyler a ouvert la bouche puis l'a refermée. Pour une fois, il n'avait rien de préparé. Lorraine fixait droit devant elle. Sa prestation était terminée, et le public avait cessé d'applaudir. Papa était la dernière personne de qui je m'attendais à entendre la parole, mais il a parlé. Je ne savais pas pour le promoteur, a-t-il dit.
Sa voix était fine, dépouillée de tout sauf du son brut d'un homme qui réalise qu'il lit le scénario de quelqu'un d'autre depuis 25 ans. Lorraine s'est tournée vers lui rapidement. Tu savais. Je te l'ai dit. Tu m'as dit que Tyler voulait garder la maison. Tu as dit qu'il réparerait le toit. Tu as dit que c'était pour la famille. Les mains de papa tremblaient contre la nappe. Tu n'as jamais parlé de vendre. Tyler est intervenu. Papa, c'est une opportunité commerciale. Le déclassement de la zone, une opportunité commerciale. Papa a répété la phrase comme s'il goûtait quelque chose de pourri. Il a regardé Tyler, l'a vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis des années, puis il s'est tourné vers moi. J'ai attendu longtemps pour pouvoir décrire ce que j'ai vu dans ses yeux. Ce n'était pas de la culpabilité exactement. C'était pire. C'était le visage d'un homme au bout du chemin, qui regarde en arrière et voit chaque endroit où il aurait dû tourner mais ne l'a pas fait. Chaque panneau qu'il a ignoré. Chaque voix qu'il a choisi de ne pas entendre. Papa, ai-je dit, je suis ta fille. L'ADN est juste là sur la table. Je n'ai jamais bougé. C'est toi qui m'as poussé dehors. Il a baissé la tête, les deux mains couvrant son visage, les doigts pressés sur ses tempes. Ce même geste dont je me souviens dans les semaines qui ont suivi la mort de maman. Le même effondrement 25 ans plus tard à la même table. Je ne me suis pas approché pour le réconforter. J'ai fini de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Grand-mère Eleanor, toujours debout, s'est tournée vers Lorraine. Il y a encore une chose. Sais-tu pourquoi j'ai invité Margaret Holloway ce soir? Les yeux de Lorraine se sont dirigés vers Margaret, puis sont revenus sur Eleanor. Son masque a glissé pendant une demi-seconde, juste assez pour que je voie une véritable peur en dessous. Margaret s'est levée lentement, agrippant le dossier de sa chaise. Elle a 62 ans, infirmière scolaire à la retraite, elle vit toujours à 3 maisons de celle où elle et ma mère sont devenues amies l'été où elles étaient toutes deux enceintes. Margaret de son fils, Catherine de moi. Lorraine a commencé à répandre des rumeurs sur Catherine en 2002, a dit Margaret, la première semaine où elle s'est installée dans cette maison. La table a retenu son souffle. Elle disait aux voisins que Catherine disparaissait les soirs. Elle sous-entendait que Catherine était infidèle. La voix de Margaret tremblait, mais elle n'a pas fléchi. Catherine ne disparaissait pas les soirs. Catherine avait des séances de chimiothérapie les mardis et jeudis soirs. Elle y allait la nuit parce qu'elle voulait être à la maison avec Andrea pendant la journée. Hélène a eu un léger hoquet de surprise. L'une des cousines a pressé une main sur sa poitrine. Je le sais, a continué Margaret, parce que j'ai conduit Catherine à chaque rendez-vous. Je me suis assise dans la salle de perfusion à côté d'elle pendant 8 mois, chaque mardi et jeudi. Elle a regardé Lorraine. Catherine n'a trahi personne. La seule chose dont elle était coupable, c'était de croire qu'elle vivrait assez longtemps pour protéger sa fille. Lorraine a secoué la tête rapidement. Margaret, tu es émotive. Je suis honnête. Pour la première fois en 25 ans, quelqu'un à cette table est honnête au sujet de Catherine. Je suis resté très immobile. Mes mains tremblaient sous la table, et je les ai pressées à plat contre mes cuisses pour arrêter le tremblement. Je n'allais pas pleurer. Pas ici, pas devant Lorraine. Mais quelque chose s'est brisé dans ma poitrine. Un chagrin que je ne savais pas porter encore en moi. Ma mère était en train de mourir et se battait pour rester présente pour moi. Et quelqu'un avait utilisé ces nuits précises, ces nuits de chimio, pour bâtir un mensonge qui avait duré un quart de siècle. Maman savait. J'en suis sûr maintenant. Elle savait que Lorraine tournait autour. Elle n'a simplement pas eu assez de temps ou assez de force pour combattre à la fois le cancer et une manipulatrice. Lorraine a changé de tactique comme un animal acculé change de direction. Rapide, désespérée, et toute griffe dehors. Andrea, elle s'est levée. Je t'ai élevé depuis que tu as 9 ans. Je t'ai nourri. Je t'ai habillé. J'ai gardé un toit sur ta tête. Et c'est comme ça que tu me remercies? En retournant ma propre famille contre moi. Tyler était juste derrière elle. Elle n'a jamais été reconnaissante. Pas une seule fois. Elle est partie à Richmond et n'a jamais regardé en arrière. Lorraine s'est tournée vers le reste de la table, bras écartés, paumes vers le haut, le geste universel du martyr en spectacle. Vous voyez tous ça. Je donne 25 ans de ma vie et tout ce que je récolte,
ce sont des attaques. Quelques-uns des parents ont bougé. Lorraine sait y faire avec le public. Elle l'a fait durant tout son mariage, se positionnant en épouse altruiste, en mère dévouée, en femme qui maintenait la cohésion de la famille Wallace quand personne d'autre ne le faisait. Mais tante Ruth s'est penchée en avant. Lorraine. Andrea a payé ses propres prêts étudiants. Elle a acheté sa propre voiture. Elle a financé ses études universitaires sans demander un centime à Douglas. Ruth s'est interrompue. Pourquoi exactement devrait-elle être reconnaissante? Tyler est intervenu. Elle veut la maison. J'ai posé ma serviette sur la table. Je ne veux pas de la maison, Tyler. Je veux la vérité. Et la vérité est posée sur cette table devant tout le monde. Lorraine a pivoté vers grand-mère Eleanor. Sa voix est descendue d'un ton, menaçante à présent, plus blessée. Si tu es propriétaire de cette maison, Eleanor, alors pourquoi nous as-tu laissé vivre ici pendant 25 ans? Quel genre de femme fait peser cela sur la famille de son fils? C'était une bonne question, stratégique, conçue pour faire passer Eleanor pour la méchante, la matriarche autoritaire qui tire les ficelles en coulisses. Grand-mère Eleanor a regardé Lorraine pendant un long moment. Puis elle s'est assise, a lissé sa serviette sur ses genoux et a répondu. Très vite, je vois que certains d'entre vous écrivent déjà dans les commentaires, et j'adore ça. Mais laissez-moi vous poser une question précise. Si vous étiez assis à cette table et que quelqu'un essayait d'utiliser le nom de votre mère décédée pour vous traiter d'étranger, qu'aurait fait votre grand-mère? Laissez votre réponse ci-dessous. Commencez par « Ma grand-mère aurait », parce que certaines de ces réponses vont être incroyables. Et pendant que vous y êtes, cliquez sur ce bouton « J'aime ». Nous arrivons à la partie où Lorraine réalise qu'elle a construit tout son empire sur des fondations qui ne lui ont jamais appartenu. Je vous ai laissé vivre ici, a dit grand-mère Eleanor, parce que Robert, mon mari, aimait Douglas. Il voulait que son fils ait un foyer pour y élever une famille. C'était cela l'accord, pas un transfert de propriété, une poignée de main entre un père et un fils. Elle a croisé ses mains sur la table, calme, posée. J'ai gardé le silence pendant 25 ans parce que j'espérais que Douglas verrait la vérité de lui-même. J'espérais qu'il regarderait Andrea et y reconnaîtrait les yeux de Catherine. J'espérais qu'il se demanderait pourquoi sa fille cessait de venir pour les vacances, pourquoi elle n'appelait jamais. Elle a jeté un coup d'œil à papa. Il a tressailli. Mais Douglas n'a pas regardé parce que quelqu'un se tenait constamment entre lui et sa fille. Elle s'est retournée vers Lorraine. Chaque fois qu'il aurait pu remettre en question la rumeur, tu la renforçais. Un commentaire par-ci, une question par-là. Tu ne trouves pas qu'Andrea est différente de toi? Catherine n'était-elle pas souvent sortie avant de tomber malade? De petites choses, goutte à goutte, jusqu'à ce que mon fils cesse de faire confiance à la seule personne qui ne lui avait jamais donné de raison de douter. Eleanor a touché l'enveloppe jaunie. J'ai porté cela chaque jour, pas comme une arme, mais comme un rappel pour moi-même qu'Andrea est une Wallace. Chaque soir où je l'ouvrais, je me disais, un jour, elle en aura besoin. J'ai prié pour que ce jour n'arrive jamais. Elle a regardé Lorraine. Aujourd'hui, il est arrivé parce que tu as fait cela devant moi, devant tout le monde. Si je reste silencieuse ce soir, cela signifie que je suis d'accord. Et je n'accepterai pas l'effacement de ma petite fille. Personne ne parlait. L'oncle Frank agrippait le bord de la table. Hélène avait des larmes sur les joues. Même les cousins qui me connaissaient à peine regardaient Eleanor avec quelque chose qui ressemblait à de la vénération. Je ne contrôle pas cette famille, Lorraine, mais je protégerai le nom de Catherine dans cette maison parce que Catherine ne peut pas le protéger elle-même. Tyler a repoussé sa chaise vers l'arrière. Elle a heurté le mur derrière lui, et le bruit du bois contre le plâtre a fait taire les murmures qui commençaient à s'élever parmi les cousins. C'est n'importe quoi, a-t-il dit. Son visage était rouge, les veines de son cou saillantes. La prestation polie de tout à l'heure avait disparu, dépouillée comme une couche de peinture bon marché. Je suis ici depuis 25 ans. J'ai tondu la pelouse. J'étais là. Elle, il a pointé un doigt vers moi, s'est enfui à Richmond dès qu'elle a pu. La voix de tante Ruth n'a pas augmenté d'un décibel. Tyler, à quand remonte la dernière fois où tu as réparé le toit? Quoi? Le toit. Tu as dit à Lorraine que tu le réparerais. Douglas a embauché un entrepreneur en octobre dernier. J'ai vu la facture, $2200. Tyler a scié.
J'allais le réparer quand la maison serait mienne. Et à la place, tu as signé une lettre pour la vendre à un promoteur, ai-je dit. Alors, c'était quoi, Tyler? Tu allais prendre soin de la maison ou tu allais la démolir? Il s'est tourné vers Lorraine. Maman, dis quelque chose. Lorraine restait figée. Elle balayait la pièce du regard, visage après visage, siège après siège, cherchant un allié. Elle n'en a trouvé aucun. L'oncle Frank refusait de croiser son regard. Hélène secouait lentement la tête. Les cousins qui avaient hésité plus tôt étaient restés immobiles, bras croisés, bouche cousue. Tyler a frappé de la paume sur la table. Très bien. Si cette maison appartient à grand-mère, alors à qui la donne-t-elle? À Andrea? Elle ne vit même pas à Millfield. Grand-mère Eleanor n'a pas sourcillé face au bruit. Elle a regardé Tyler avec quelque chose de proche de la pitié. Tu as raison. Andrea ne vit pas ici parce que personne dans cette famille ne lui a donné de raison de rester. Tyler a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Il est resté là, les mains toujours à plat sur la table, un garçon à taille d'homme qui venait de découvrir que les lumières de la scène étaient éteintes et que le public était parti. C'est l'oncle Frank qui a commencé. Il a posé sa serviette sur la table et a regardé Lorraine de la façon dont on regarde quelqu'un dont l'histoire ne tient plus debout. Lorraine, pendant des années, chaque fois que je prenais des nouvelles d'Andrea, tu me disais qu'elle ne voulait pas venir. Tu disais qu'elle avait du mal avec la nouvelle structure familiale. Il s'est interrompu. Étaient-ce les mots d'Andrea ou les tiens? Lorraine a serré les lèvres. J'essayais de lui laisser de l'espace. Hélène s'est penchée. Tu m'as dit qu'elle avait une personnalité difficile. Ce sont tes mots exacts. Vous savez comment est Andrea. J'ai répété cela à d'autres personnes, Lorraine. Je l'ai répété parce que je te faisais confiance. L'une des cousines plus âgées, tante Patrice, la nièce de Robert, a levé la main comme si elle était à l'église. J'envoie un cadeau de Noël à Andrea par l'intermédiaire de Lorraine chaque année depuis 10 ans. Chi s'est adressé directement à moi. Andrea, ma chérie, est-ce que tu en as reçu un seul? J'ai secoué la tête. Non, madame. Je n'ai jamais rien reçu. La pièce a éclaté, pas en cri. Quelque chose de pire. Le murmure sourd et laid de gens qui réalisent qu'on leur ment depuis des années. Des chaises qui bougent. Des respirations saccadées. Franck qui marmonne entre ses dents. Patrice qui presse sa main sur son cœur. C'est un malentendu, a dit rapidement Lorraine. J'ai dû oublier. 10 ans de cadeaux de Noël oubliés, a dit Franck. Pour une enfant que tu prétends avoir élevée. J'ai regardé cela se produire. L'échafaudage social que Lorraine avait mis 25 ans à construire s'effondrait en temps réel. Chaque relation qu'elle avait maintenue grâce à des vérités sélectives et des omissions calculées se fissurait sous le poids de l'honnêteté d'un seul dîner. Elle m'avait isolé de toute la famille, pas seulement de papa, mais des tantes, des oncles, des cousins, des gens qui prenaient des nouvelles de moi, pensaient à moi, m'envoyaient des cadeaux dont j'ignorais l'existence. 25 ans, et je pensais que tout le monde s'en fichait. J'avais besoin d'un moment. Alors que la table bourdonnait de conversations croisées, Franck pressant Lorraine de questions, Patrice s'essuyant les yeux, Hélène réconfortant l'un des plus jeunes cousins qui semblait sous le choc, j'ai repoussé ma chaise et je suis allé dans la cuisine. Le montant de la porte entre la cuisine et le garde-manger étant peint en blanc, éraflé à la base par des années de passage. J'étais passé devant des milliers de fois en grandissant sans y penser. Je me suis agenouillé. C'était toujours là, effacé mais lisible. L'écriture de ma mère au crayon à papier numéro 2. Andrea, 3 pieds 2 pouces, mars 1998. Et à côté de la mesure, une petite étoile à 5 branches dessinée de la main minutieuse d'une femme qui voulait que sa fille sache que chaque centimètre de croissance était quelque chose qui méritait d'être célébré. J'ai touché les lignes de crayon du bout du doigt. Le graphite était lisse. 28 ans et les marques tenaient toujours. Des pas derrière moi, lents, prudents, le rythme particulier de quelqu'un avec une hanche en acier et des genoux arthrosiques. Grand-mère Eleanor a posé sa main sur mon épaule. Elle n'a rien dit au début. Elle est juste restée là à regarder les mêmes marques que moi. Je vérifie à chaque visite, a-t-elle dit doucement, pour m'assurer qu'elles sont toujours là. J'ai compris alors pour le sac qu'elle portait partout, l'enveloppe.
Les visites où elle s'esquivait dans la cuisine seule une minute ou deux. Elle montait la garde devant ce montant de porte depuis des années, devant les résultats d'ADN, devant l'acte de propriété, devant tout cela. Une veille silencieuse et obstinée que personne d'autre ne soupçonnait. Grand-mère, ai-je dit. Je veux garder cette maison, pas pour l'argent, mais parce que maman est toujours ici. Elle a serré mon épaule. Je sais, ma chérie. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Catherine m'a dit quelque chose avant de s'éteindre. Elle a dit, maman, garde la maison pour ma fille. Ne laisse personne l'effacer. Elle avait appelé ma grand-mère maman parce que c'était ce qu'Éléanore était pour elle. Je suis retourné dans la salle à manger et je me suis tenu en bout de table. La place de Lorraine, celle qu'elle avait réclamée à chaque fête pendant 25 ans, le siège le plus proche de la cuisine pour pouvoir contrôler le service, la conversation et le récit. Je ne me suis pas assise. Je suis resté debout. Et pour la première fois de ma vie, chaque personne à cette table me regardait. Je veux que les choses soient claires, ma voix était stable. Je n'avais pas répété cela. Je n'en avais pas besoin. Premièrement, je suis la fille biologique de Douglas Wallace. Un test d'ADN réalisé en 2001 le confirme. Ce document est sur cette table. J'ai regardé Tyler. Il était appuyé contre le mur près de sa chaise renversée. Deuxièmement, cette maison appartient légalement à Éléanore Wallace. L'acte n'a jamais été transféré. Ce document est également sur cette table. J'ai regardé Lorraine. Troisièmement, Tyler a signé une lettre d'intention pour vendre cette propriété à un promoteur pour 485 000 $, se présentant comme le propriétaire anticipé. Il ne l'est pas. Cette lettre est aussi sur cette table. Puis j'ai pris une inspiration. Je ne suis pas venu ici pour me venger. Je suis venu parce que mon père m'a invité. Mais je ne partirai pas sans la vérité. Et la vérité est maintenant devant vous tous. Je me suis tourné vers papa. Je ne suis pas en colère contre toi, papa. Je suis déçu, mais je suis toujours ta fille. Cela ne change pas parce que quelqu'un l'a voulu. Je me suis tourné vers Lorraine. Je ne t'appellerai pas ma mère. Je ne l'ai jamais fait. Mais je ne t'appellerai pas mon ennemi non plus. Je t'appellerai simplement la personne en qui j'ai un jour eu confiance. Je me suis tourné vers Tyler. Si tu veux intenter un procès, fais-le, mais je parlerai d'abord à un avocat, un qui ne soit pas tante Ruth. Puis je me suis redressé. Grand-mère Éléanore et moi discuterons de l'avenir de cette maison en privé. Ce dîner est terminé. J'ai pris mon assiette, les apporté à la cuisine et les posé dans l'évier à côté de l'encadrement de la porte où les marques de crayon de ma mère tenaient toujours. Les invités sont sortis par 2 ou 3. Personne ne s'est attardé comme les gens le font habituellement après le dîner de Pâques. Pas de deuxième service, pas de café sur le porche, pas de promesse de se revoir bientôt. Lorraine se tenait à la porte d'entrée, acceptant des adieux froids de la part de gens qui ne pouvaient pas la regarder en face. J'enfilai ma veste dans le couloir quand je les ai entendus, Lorraine et papa, derrière la porte fermée du bureau. Je n'espionnais pas. Je ne faisais que passer. Mais les murs de cette maison sont minces, et la voix de Lorraine porte quand elle le veut. Tu dois parler à ta mère, Douglas. Elle est vieille. Quelqu'un l'influence. Andrea la manipule pour nous voler la maison. Andrea n'a manipulé personne. La voix de papa était différente, plus ferme, comme un homme qui testait sa propre colonne vertébrale pour la première fois depuis des décennies. Elle ne savait même pas pour l'acte avant ce soir. Mais tu ne vas pas laisser ta mère me jeter dehors? Je suis ta femme. 25 ans, Douglas. 25 ans, a répété papa. Et tu m'as dit que ma fille n'était pas la mienne. Un silence. Je n'ai jamais dit ça. Le ton de Lorraine a baissé, prudent, précis. J'ai juste posé des questions. Tu as posé des questions chaque jour pendant 25 ans, Lorraine. Ce n'est pas poser des questions, c'est y répondre. Je me suis éloigné de la porte. Je ne voulais pas entendre le reste. J'en avais entendu assez, plus qu'assez, et la partie de moi qui avait autrefois besoin que mon père dise ce qu'il fallait avait enfin cessé d'attendre. Mais je mentirais si je disais que cela n'avait pas d'importance. L'entendre s'opposer à elle, même une fois, même tardivement, cela a résonné quelque part dans ma poitrine. Pas du pardon, quelque chose de plus petit,
une fissure par laquelle la lumière pourrait éventuellement passer. Je me suis dirigé vers ma voiture. Grand-mère Eleanor était déjà dans sa berline, le moteur tournant au ralenti. Elle a baissé la vitre. Mardi, a-t-elle dit, j'appellerai Ruth. Nous allons commencer les papiers. Ruth a envoyé la mise en demeure à Crestview Développement le mercredi. Le jeudi après-midi, l'avocat du promoteur avait répondu. Il retirait complètement la lettre d'intention. Pas de procès, pas de négociation. Tyler Wallace s'était présenté sous de fausses déclarations de propriété et Crestview ne voulait rien avoir à faire avec cette responsabilité. L'affaire à 485 000 $ de Tyler s'est évaporée en 48 heures. La semaine suivante, grand-mère Eleanor a signé un acte de cession, me transférant la pleine propriété de la maison. Ruth s'est occupée des papiers, les a déposés au bureau d'enregistrement du comté, et m'a appelé le soir même pour confirmer. C'est fait, a-t-elle dit. Ton nom est sur l'acte. Effet immédiat. Je me suis assise dans mon appartement de Richmond et j'ai fixé le document sur ma table de cuisine. Mon nom, Andrea Wallace, propriétaire de la maison du 14 Birch Lane, Millfield, Virginie. Je n'ai pas fêté cela. Je ne l'ai pas publié en ligne. Je suis juste restée assise là pendant un très long moment à penser à une femme qui plantait des tulipes, dessinait des étoiles sur les montants des portes et qui était morte avant de pouvoir voir ce qu'il adviendrait de l'un ou de l'autre. À Millfield, la nouvelle a voyagé comme les nouvelles voyagent dans les petites villes, par la poste, le magasin de bricolage, le parking de l'église après le service du dimanche. Le week-end suivant, tout le monde savait que le récit de 25 ans de Lorraine Wallace s'était effondré, et le naufrage était public. Ses amis du comité d'entraide des femmes de Grèce-Lutran ont discrètement cessé de l'appeler. Les invitations au club de lecture et au comité du bazar d'automne se sont taries. Les gens sont généreux pour donner des secondes chances dans les petites villes, mais la tromperie délibérée, celle qui s'étend sur toute une génération, franchit une ligne que les gratins ne peuvent pas réparer. Tyler s'est retrouvé sur la liste noire des promoteurs. Les fausses déclarations, même dans une lettre sans engagement, ont des conséquences dans un petit marché. Personne à Millfield ou dans les comtés environnants ne voulait s'associer avec lui. Mon père m'a appelé 4 fois cette semaine-là. Je n'ai pas répondu. 2 semaines après Pâques, je me suis rendu à Millfield avec une seule clé sur un anneau simple. Grand-mère Eleanor l'avait pressé dans ma main le matin suivant le transfert de propriété. La porte arrière coince, m'avait-elle dit. Secoue-la vers la gauche, puis pousse. Lorraine et Tyler avaient déménagé. Eleanor leur avait donné 2 semaines. Ils ont mis 11 jours. Papa était toujours là, dormant dans la chambre d'amis du rez-de-chaussée, restant dans son coin. Je ne savais pas encore quoi lui dire. J'ai donc planifié ma première visite un samedi matin, lorsqu'il serait au magasin de bricolage. La maison était silencieuse quand je suis entré, ce genre de silence qui n'arrive que lorsque quelqu'un d'agressif a enfin quitté un espace, comme si l'air lui-même se desserrait. Je suis allé directement à la cuisine, je me suis agenouillé près du montant de la porte. Andrea, 3 pieds 2 pouces, mars 1998. L'étoile toujours là, intacte. Puis j'ai vérifié le placard sous l'escalier, celui que Lorraine utilisait pour le stockage. Derrière l'aspirateur et une pile de vieilles nappes, j'ai trouvé un carton que je n'avais jamais vu auparavant. À l'intérieur, la photo de mariage de mes parents, Catherine et Douglas sur les marches du tribunal, ses cheveux coiffés de marguerite, une photo de moi bébé portant encore le bracelet de l'hôpital, et un petit livre cartonné, Bonsoir Lune. Avec l'écriture de ma mère sur la couverture intérieure, pour Andrea. Lis ceci quand le monde devient trop bruyant. Avec tout mon amour, maman. Lorraine avait rangé ma mère dans un carton et l'avait poussée sous l'escalier pendant 25 ans. J'ai porté le carton dans le salon, j'ai posé la photo de mariage sur la cheminée où le portrait d'anniversaire de Lorraine avait été suspendu. Catherine Wallace regardait la pièce qu'elle avait tant aimée, jeune et souriante, des marguerites dans les cheveux. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai trouvé une enveloppe, avec l'écriture de grand-mère Eleanor. Un mois après Pâques, j'ai finalement décroché quand papa a appelé. Nous nous sommes retrouvés au BKRS dîner sur la route 11. Un terrain neutre, des banquettes en sky, du café qui a le goût d'être resté sur la plaque depuis 1987. Il était déjà assis quand je suis entré. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs, plus mince, comme si l'échafaudage que Lorraine avait construit autour de lui avait été retiré, et qu'il ne savait pas comment se tenir droit sans lui. Je suis désolé, Andrea.
Il l'a dit avant même que je ne glisse sur la banquette. Je sais que ce n'est pas suffisant. Ce ne l'est pas, ai-je dit, mais je veux quand même l'entendre. Il a entouré sa tasse de café de ses deux mains. Lorraine a commencé tôt, juste après s'être installée. Elle disait des choses, rien de bien grave au début. Est-ce qu'Andrea ne te semble pas différente de toi? Catherine était toujours sortie le soir, n'est-ce pas? Je me disais que je n'y croyais pas, mais elle le disait tous les jours. Chaque jour, Andrea. Et au bout d'un moment, la question a cessé d'avoir l'air d'une question. Tu aurais pu demander à grand-mère. Tu aurais pu faire un test d'ADN toi-même. J'avais peur de la réponse. Tu avais plus peur de perdre Lorraine que de me perdre moi. Il n'a pas contesté. Ses doigts se sont serrés autour de la tasse et il a fixé son café comme si la réponse s'y trouvait. Je ne peux pas effacer 25 ans, a-t-il dit. Non, tu ne peux pas, j'ai posé mes mains à plat sur la table. Je n'ai pas besoin de tes excuses pour continuer d'avancer, papa. J'avance sans elle depuis longtemps. Mais si tu veux connaître ta fille, ta véritable fille, on recommence depuis le début. Tu te présentes quand tu dis que tu le feras. Tu appelles quand tu dis que tu appelleras. Et tu ne laisses plus jamais, au grand jamais, quelqu'un d'autre te dire qui je suis. Il a hoché la tête. C'était tremblant et c'était timide. Et c'était la première chose honnête qu'il faisait à une table depuis très longtemps. J'ai appris le reste par tante Ruth, qui apprend tout par les registres du comté, les potins de l'église et l'efficacité tranquille d'une femme qui pratique le droit dans la même ville depuis 26 ans. Lorraine a loué un appartement d'une chambre à Staunton, à 30 minutes à l'est. Douglas a signé des papiers de séparation, pas encore un divorce complet, mais une ligne juridique tracée au milieu d'un mariage qui tournait à vider sur des mensonges. Elle continuait de l'appeler. Tous les quelques jours, un nouvel angle. Elle se sentait seule. Elle était désolée. Elle avait besoin de lui. Il ne pouvait pas survivre sans elle. Douglas a cessé de décrocher. Tyler a quitté la Virginie complètement. Il est parti à Columbus, dans l'Ohio, a pris un poste de commercial dans une entreprise qui fabrique des rayonnages industriels. Plus de BMW. Il l'avait loué, et les paiements provenaient d'un compte joint que Lorraine partageait avec papa. Ce compte a été gelé la semaine où Ruth a déposé les papiers de séparation. Lorraine a perdu sa place au comité d'entraide des femmes de Grace-Lutran. Personne ne lui a demandé de démissionner. Ils ont juste arrêté d'ajouter son nom à la boucle de mai. Dans une petite ville, c'est l'équivalent d'une condamnation publique. Je n'ai pas suivi tout cela de mon plein gré. Je n'avais pas besoin que Lorraine souffre pour me sentir entière. Ses conséquences lui appartenaient, le résultat naturel d'une vie construite sur des mensonges, puis de la perte du titre de propriété du sol sous ses pieds. Elle m'a envoyé un SMS 6 semaines après Pâques. Tu as brisé cette famille. Je l'ai lu, je l'ai supprimé, je n'ai pas répondu. Il y avait un temps où ce message m'aurait terrassé. Où je serais resté à fixer l'écran pendant des heures, me demandant si elle avait raison, me demandant si garder la vérité silencieuse aurait été plus bienveillant. Mais la bienveillance qui exige que vous acceptiez votre propre effacement n'est pas de la bienveillance. C'est de la soumission. J'ai posé mon téléphone et je suis allé sur le porche pour arroser les bulbes de tulipes que je venais de planter. J'ai commencé à travailler sur la maison en mai, les week-ends uniquement. Je descendais de Richmond le vendredi soir, travaillais le samedi et le dimanche, et repartais avant la nuit. Les fondations étaient bonnes. Le grand-père Robert construisait des choses faites pour durer, et la structure n'avait pas beaucoup changé en 40 ans. Ce qui avait besoin d'être réparé était esthétique, et la plupart du temps, il s'agissait de retour en arrière, de remettre ce que Lorraine avait enlevé. J'ai peint les moulures du porche du même bleu que le grand-père avait utilisé. J'ai trouvé la couleur d'origine sur un échantillon de peinture glissé dans son carnet d'atelier dans le garage. J'ai laissé la porte d'entrée telle qu'elle était, mais j'ai peint autour de la trace près du bas. Une traînée rose délavée de l'époque où j'avais 5 ans et où maman m'avait laissé l'aider. Cette trace reste. J'ai déblayé le gravier blanc que Lorraine avait posé sur les parterres de fleurs à l'avant et j'ai retourné la terre. J'ai planté des tulipes jaunes, la même variété hollandaise que maman commandait dans un catalogue chaque automne. Margaret Holloway m'a apporté un cajot de bulbes de la pépinière de Waynesboro. Les préférés de Catherine, a-t-elle dit. Les tulipes empereurs. Elles reviennent chaque année si on les laisse tranquilles. J'ai suspendu les photographies,
Catherine et Douglas sur les marches du tribunal, moi à la naissance. Une photo que Margaret avait trouvée dans son propre placard, ma mère me tenant sur le porche de cette maison, à l'été 1993. La lumière du soleil éclairant les marguerites dans la jardinière derrière nous. Je n'avais jamais vu cette photo auparavant. Je l'ai encadrée et suspendue à côté du montant de la porte de la cuisine où se trouvent les marques de crayon. Un samedi de la fin juin, papa est arrivé avec une échelle et un carton de barre d'eau. Il n'a pas demandé s'il était le bienvenu. Il a juste commencé à réparer la section du toit orientée au sud qui fuyait depuis l'hiver. Je lui ai apporté un verre d'eau. Il l'a bu. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais il était là. Et pour l'instant, cela comptait. En juillet, j'ai dressé une table sur le porche. Rien d'extravagant. Une table pliante du garage. Une nappe à carreaux que Margaret m'avait prêtée. Des bocaux en verre avec de la limonade. Du poulet grillé. Une salade verte avec des tomates du jardin d'Éléanore. Grand-mère Éléanore a eu la place d'honneur. Je n'ai pas eu à y réfléchir. Elle l'avait mérité il y a bien longtemps. Tante Ruth est venue. Margaret est venue. Tante Patrice est venue en voiture de Roanoke avec une tarte aux noix de pécan et des excuses pour les 10 ans de cadeaux de Noël qui ne m'étaient jamais parvenus. L'oncle Frank et Hélène ont apporté du maïs doux de leur jardin. Personne n'a mentionné Lorraine. Personne n'a mentionné Tyler. Il n'y avait rien à dire à leur sujet que la table du dîner n'est déjà réglée. J'ai fait le gratin de patates douces. La recette de Catherine. Margaret l'avait écrite de mémoire sur une fiche cartonnée. Les mesures étaient approximatives. La température du four était une estimation. Je suppose qu'elle ne mesurait jamais rien exactement. Margaret m'a dit qu'elle cuisinait au ressenti. C'est sorti un peu trop sucré et un peu mou au milieu. Ce n'était pas parfait, mais c'était le sien. Et maintenant, c'était le mien. Et Éléanore a repris une deuxième portion sans qu'on lui demande. Papa est arrivé avec 20 minutes de retard. Il s'est tenu à la barrière du porche, les mains dans les poches, regardant la table comme s'il n'était pas sûr de quelle version de la famille Wallace il s'agissait. J'ai croisé son regard, j'ai hoché la tête. Il est monté sur le porche et s'est assis sur la dernière chaise libre, celle du bout près de la rampe, la place où je m'asseyais autrefois lors des dîners de Lorraine. Il ne s'est pas plaint. Il n'a fait aucun commentaire. Il s'est simplement assis et a mangé. Et quand Éléanore a raconté une histoire sur la fois où le grand-père Robert avait brûlé la dinde de Thanksgiving en 1979, il a ri. Un vrai rire. Le premier que j'entendais de sa part depuis des années. J'ai regardé autour de la table. C'était cela ma famille, pas celle qu'on m'avait imposée, celle que je choisissais de garder. Si vous écoutez encore, et j'espère que c'est le cas, laissez-moi vous dire quelque chose que je n'ai compris qu'à cet été-là. J'ai passé 25 ans à attendre que mon père me voie, à attendre qu'il regarde au-delà de Lorraine, au-delà des murmures, au-delà de tous les doutes qu'elle lui glissait à l'oreille jour après jour, et qu'il reconnaisse sa propre fille. Je pensais que si je travaillais assez dur, restais assez discrète, ne causais jamais d'ennui, il finirait par se retourner et dire « Te voilà ». Il ne l'a jamais fait. Et ce n'était pas parce que j'étais invisible. C'était parce que quelqu'un se tenait constamment dans son champ de vision, et qu'il la laissait faire. Je ne hais pas Lorraine. Je ne hais pas Tyler. Je hais le silence. 25 ans de silence de la part de mon père et de la mienne. J'y ai joué mon rôle, moi aussi. J'ai arrêté de venir à la maison. J'ai arrêté d'appeler. Je me disais que je protégeais ma paix. Mais une partie de cela était de la peur. La peur que si je poussais trop fort, je perdrais le dernier film reliant à cette famille, à cette maison, à ma mère. Vous voulez connaître mon plus grand regret? Ce n'est pas le dîner de Pâques. Ce n'est pas d'avoir été humilié devant 18 personnes. C'est ceci, je ne me suis jamais assise une seule fois avec ma grand-mère pour lui demander, que s'est-il vraiment passé? La vérité était toujours là, dans son sac à main, sur le montant de la porte, dans la mémoire de Margaret. J'avais juste besoin de poser la question plus tôt. Mais je sais aussi ceci, le moment où l'on apprend la vérité importe moins que ce que l'on en fait. On peut s'en servir comme d'une arme ou d'une fondation. J'ai choisi la fondation. J'ai gardé la maison. J'ai planté les tulipes. J'ai suspendu les photos de ma mère.
Et j'ai arrêté d'attendre que quelqu'un d'autre me dise que j'ai ma place. J'ai ma place parce que je le dis. L'acte de propriété est à mon nom. Et les marques de crayon sur le montant de la porte sont de l'écriture de ma mère. C'est une preuve bien suffisante pour n'importe qui. Depuis ce jour de Pâques, je vis selon quelques nouvelles règles. Rien de spectaculaire, juste des lignes que j'ai tracées pour moi-même et qui m'aident à dormir la nuit. Premièrement, je n'explique plus où est ma place. L'ADN l'a dit. L'acte de propriété l'a dit. Le montant de la porte l'a dit. Si quelqu'un a encore des questions après tout cela, le problème n'est pas mes preuves, c'est sa volonté de les regarder. Deuxièmement, j'accueille mon père quand il se présente, mais je ne vais pas le chercher. Pendant 25 ans, j'ai frappé à une porte qui restait fermée. La porte de ma maison est ouverte maintenant, grande ouverte, mais c'est à lui de la franchir lui-même. Pas de raccourci, personne pour le porter. Troisièmement, je plante des tulipes chaque printemps. Des tulipes jaunes empereurs, les mêmes que ma mère commandait dans le catalogue. Elles vont dans les parterres de devant, le long de l'allée, là où se trouvait le gravier blanc de Lorraine. Chaque mois de mars, elles percent le sol froid et chaque mois de mars, je me tiens sur le porche pour les regarder s'ouvrir. Elles reviennent parce que c'est ce que font les tulipes. Elles survivent au gel et fleurissent quand même. Ma mère aurait aimé cette métaphore. Elle aurait probablement dit que j'étais dramatique. Et quatrièmement, je fais du gratin de patates douces pour chaque fête. La recette de Catherine. L'écriture de Margaret sur une fiche cartonnée. Les mesures sont approximatives. La température du four est une estimation. Ce n'est jamais tout à fait parfait. Et c'est exactement le but. Ma mère ne m'a pas laissé cette recette dans un testament. Elle l'a laissée dans la mémoire de sa meilleure amie. Et c'est le genre d'héritage que Lorraine n'aurait jamais pu vendre à un promoteur. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des encadrements de portes. On peut toujours voir à travers. On choisit simplement qui entre. Et si quelqu'un entre et vous fait vous sentir comme un étranger dans votre propre maison, vous vérifiez l'acte de propriété. Assurez-vous que votre nom y figure, puis demandez-lui de partir. C'est à nouveau le mois de mars, bientôt Pâques. Les tulipes le long de l'allée commencent tout juste à percer. De petites lances vertes qui testent l'air, décidant s'il est sûr de s'ouvrir. C'est moi qui reçois cette année. La table est dressée pour 8 personnes. Grand-mère Éléanore, tante Ruth, Margaret, Patrice, Franck et Hélène, et papa Sylvien. Je lui ai envoyé une invitation, une vraie, écrite à la main, envoyée par la poste à la chambre d'amis qu'il loue toujours de l'autre côté de la ville. Il n'a pas encore répondu, mais la chaise est là, au bout de la table, elle attend. Lorraine m'a envoyé un message la semaine dernière, j'espère que tu es satisfaite. Je l'ai lu de la même manière que j'ai lu le précédent. Puis je l'ai supprimé. Je ne lui dois pas de réponse. Je ne lui dois pas ma colère. Je ne lui dois rien du tout. Tyler est quelque part à Columbus, vendant des rayonnages industriels. J'entends dire qu'il va bien, de la manière dont les gens disent bien quand ils veulent dire tranquille. Je ne suis pas au courant de tout. Ce chapitre s'est fermé quand la mise en demeure a été déposée. Et je ne relis pas les chapitres fermés. Hier soir, j'ai traversé la cuisine en allant me coucher. Je me suis arrêté devant le montant de la porte comme je le fais toujours. Les marques de crayon étaient là. Andrea, 3 pieds 2 pouces, mars 1998. L'étoile que ma mère avait dessinée à côté. J'ai pris un crayon sur le comptoir, j'ai levé la main et j'ai dessiné une deuxième étoile juste à côté de la sienne. Petite et soignée, de la façon dont elle me l'avait appris. Elle mesurait ma taille. Je mesure le chemin parcouru. Je m'appelle Andrea Wallace. J'ai 32 ans. C'est ma maison. Et la femme qui a construit les mensonges est partie. Mais la femme qui a dessiné les étoiles, elle est toujours là. Dans chaque marque sur ce montant de porte, dans chaque tulipe qui perce la terre, dans chaque plat de gratin de patates douces qui ne réussit pas tout à fait, elle est là, et moi aussi. C'est mon histoire. Et si elle vous a touché de près, si vous vous êtes déjà assis à une table où votre propre famille vous a fait vous sentir comme un invité dans votre propre vie, je veux en entendre parler. Laissez un commentaire ci-dessous. À la prochaine.